Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Pierre. Bonjour Mickaël. Alors Pierre Rigaud, pour rappel, tu es médiateur scientifique ici à l'Aquarium Museum universitaire à Liège et tu vas aujourd'hui nous parler d'une espèce qui est très connue. Oui, je vais vous parler d'un groupe d'espèces qui sont les poissons-clowns. Poisson clown, ça me fait penser à un film. Oui, c'est Nemo qui est sorti en 2003 et effectivement, il a vraiment mis en valeur cette espèce particulière. Alors déjà peut-être une première question, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le poisson clown ? Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais moi, celle qui me plaît le plus, c'est par rapport à ses couleurs. Donc, ces bandes blanches caractéristiques chez les poissons clowns, en tout cas chez l'espèce de Nemo, eh bien, rappelleraient le maquillage des clowns. Il n'y a pas aussi une question de comportement sous l'eau ? Ça, c'est une autre hypothèse qui me convainc moins, mais c'est un peu l'aspect pâteau des poissons clowns lorsqu'ils nagent. Alors tu nous as parlé d'un groupe d'espèces, c'est-à-dire ? Il n'y a pas que Nemo, en fait. Nemo, c'est une seule espèce. On l'appelle Amphiprion ocellaris. C'est son petit nom scientifique. Donc, on se rappelle, il y a toujours deux noms latins. Mais les poissons clowns, c'est un groupe d'une trentaine d'espèces. Trentaine d'espèces. Alors, c'est quoi leurs caractéristiques ? Alors, ils ont des caractéristiques morphologiques en commun au niveau des couleurs. Donc, c'est plutôt dans les jaunes orangés. Certains ont des bandes blanches, d'autres pas, mais ceux qu'on connaît ont souvent des bandes blanches, mais vraiment la caractéristique, c'est plutôt au niveau de leur comportement. Ils vivent dans les anémones. C'est quand même un peu bizarre, parce qu'une anémone, ça pique, on ne peut pas la toucher. Effectivement, l'anémone, c'est la cousine de la méduse, et donc comme elle fait partie du groupe des cnidaires, et les cnidaires sont notamment caractérisés par la présence de cellules urticantes, qu'on appelle les cnidocytes, c'est de là que vient le nom des cnidaires. Et ces cellules urticantes vont en fait pouvoir paralyser les proies des méduses ou des anémones, mais aussi pouvoir faire fuir les éventuels prédateurs ou les poissons qui s'approcheraient de trop près. La particularité de ces cellules, c'est qu'en fait, elles ont besoin d'une molécule pour pouvoir larguer leur harpon. Ça, c'est une étude très récente qui l'a montré, donc février 2025. Et cette molécule particulière qui ouvre le harpon, eh bien, elle n'est pas présente chez le poisson clown. Alors cette molécule, quelle est-elle ? Cette molécule, c'est l'acide sialique qui est présente sur la surface des cellules animales. Donc, la plupart des animaux possèdent cette molécule à la surface et elle va servir principalement de communication entre les cellules. Donc, finalement, l'anémone, en choisissant cette molécule-là, elle est très généraliste. Elle va pouvoir piquer à peu près l'ensemble des animaux. Mais, le poisson clown, lui, n'a pas cette molécule-là. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, c'est qu'en fait, les cellules qui produisent le mucus, eh bien, elles vont produire cette molécule, mais il va y avoir des enzymes qui vont digérer directement cette molécule pour ne pas qu'elle soit présente à la surface du poisson clown. Grâce à ça, le poisson clown ne se fait pas piquer. Alors ça peut s'expliquer par l'évolution mise en évidence par Darwin, mais en fait, pourquoi ce poisson clown, justement, va cohabiter avec cette anémone ? En réalité, il va trouver évidemment un abri. Donc, à l'abri dans son anémone, les autres poissons ne vont pas approcher de l'anémone puisque eux, ils risquent de se faire piquer. Donc, le poisson clown a un moyen de défense qui est sa maison, qui est l'anémone. Mais l'anémone va aussi avoir un avantage. Et donc, quand les deux acteurs ont un avantage, c'est ce qu'on va appeler du mutualisme. Donc, c'est une symbiose puisqu'il y a une association entre les deux organismes, mais cette association, elle est bénéfique pour les deux. J'ai déjà parlé du poisson clown. Lui a une forteresse imprenable puisqu'en plus, il y a des petits harpons qui vont la défendre. Mais l'anémone, elle va aussi s'y retrouver puisque le poisson clown étant assez territorial, il va pouvoir défendre l'anémone. Il y a des poissons, par exemple les poissons papillons, eux vont venir picorer l'anémone pour manger une partie de l'anémone. Et donc le poisson clown va pouvoir éloigner ses prédateurs de l'anémone. Il va pouvoir aussi entretenir son anémone, par exemple en la nettoyant. Il peut y avoir des petits débris qui vont s'accumuler ou en la nourrissant.
Ah, là, tu m'étonnes vraiment. Quand le poisson clown pourrait nourrir cette anémone? Oui, c'est des comportements qui ont été observés, notamment en aquarium. C'est-à-dire que le poisson clown va en fait attraper une proie et plutôt que de la consommer, il va pouvoir aller la déposer dans son anémone. Alors on ne sait pas très bien au départ si c'est volontaire, mais en tout cas, eh bien, grâce à ça, il va bien nourrir l'anémone. L'anémone, elle reçoit de la nourriture gratuite de la part de son locataire. Pierre, tu nous parles d'une symbiose ici entre un poisson clown et une anémone, mais quand je regarde une anémone sous l'eau, il y a beaucoup de poissons clowns autour de cette anémone. C'est quoi? C'est une grande famille? Alors, c'est un peu particulier parce qu'il y a vraiment une organisation, une hiérarchie même dans un groupe de poissons clowns. Et cette organisation, elle est vraiment dirigée par un couple. Il va y avoir un couple reproducteur de poissons clowns, un mâle et une femelle, qui vont vraiment diriger l'anémone. Ils vont pouvoir se reproduire. Et autour de l'anémone, pas nécessairement dans l'anémone, il va y avoir une série de petits mâles immatures qui gravitent autour de l'anémone. Les petits mâles. Oui, c'est vrai que j'aurais pu commencer par là. C'est un peu particulier chez le poisson clown parce qu'ils naissent tous mâles. 100% des alevins poissons clowns sont des mâles. Alors tu vas me dire, mais d'où vient la femelle finalement? Eh bien, c'est une espèce qu'on dit hermaphrodite parce qu'elle a les deux sexes, mais un hermaphrodisme successif, c'est-à-dire jamais en même temps. Il est protandre parce que c'est d'abord mâle. On va remettre tout ça en place, hein, dans l'ordre. Hermaphrodite, successif, protandre, c'est-à-dire qu'ils naissent tous mâles. Alors, tu nous parles du mâle ici. Il y a une femelle, il y a un mâle, il y a un mode de reproduction. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça se passe? Oui, parce que dans mon histoire, finalement, là, il n'y a que des mâles, hein. On en est au stade où il n'y a que des mâles. En réalité, ce qui va se passer, c'est que dans le couple reproducteur, si la femelle vient à disparaître, eh bien, le mâle qui a perdu sa femelle, donc le veuf, on va dire ça comme ça, lui, il est dominant puisqu'il est expérimenté. Il s'est déjà reproduit, il sait comment ça se passe. Et donc, il va aller chercher un des petits mâles satellites. Et ils vont reformer un couple. Au départ, c'est donc deux mâles. Mais le mâle qui a perdu sa femelle, puisque c'est le dominant, lui, en fait, il va changer de sexe. Et donc, il va se transformer en femelle et pouvoir reformer un nouveau couple reproducteur. La femelle va donc pondre ses œufs, des œufs qui vont être fécondés. Est-ce que le mâle a un rôle particulier? Oui, parce que la femelle ne va pas pondre ses œufs dans l'anémone, elle va en fait pondre ses œufs un petit peu plus loin sur un substrat dur, un substrat rocheux. Le problème, c'est que ce substrat, il peut être rempli d'algues et donc les œufs ne vont pas pouvoir coller sur le substrat. Donc le rôle du mâle, dans un premier temps, ça va être de débarrasser, de nettoyer l'emplacement pour les futurs œufs. Il va donc tout nettoyer, la femelle vient, elle pose ses œufs qui collent au substrat. Une fois que les œufs sont collés, le mâle va féconder les œufs. Une fois que c'est fait, et pendant le développement des larves dans l'œuf, eh bien, le mâle va vraiment prendre soin de ses œufs. Il va, par exemple, débarrasser les algues qui pourraient continuer à pousser autour des œufs et il va aussi pouvoir ventiler les œufs. Et donc, avec ses nageoires, il va pouvoir faire comme un petit ventilateur, dans l'eau évidemment, hein, mais il va pouvoir faire circuler l'oxygène entre les œufs pour que chacun des œufs puisse bien se développer. Tu nous présentes ici un papa qui est très attentionné par rapport à sa progéniture, très attentionné, peut-être aussi où on en a une image mignonne, notamment grâce au film Nemo. Pourtant, c'est quand même une espèce qui est un petit peu territoriale, pour ne pas dire agressive, et pour ça, elle va l'exprimer d'une manière très particulière. Dans le groupe des poissons clowns, effectivement, la plupart des poissons sont assez territoriaux et ils peuvent être agressifs et ils vont pouvoir communiquer de différentes manières. La première communication, la plupart du temps dans ces environnements de récifs coralliens, c'est la communication visuelle. Donc il va pouvoir y avoir un jeu de couleurs, de lumière, mais chez les poissons clowns, et ça a été montré juste après le film de Nemo, les poissons clowns vont être capables d'émettre des sons. Des sons particuliers, par exemple, pour exprimer, dire à son congénère qui s'approche un peu trop près et mon petit coco, t'es trop près, recule un petit peu. Ça peut aussi être des sons simplement entre les partenaires pour se retrouver. Voilà, c'est le moment d'aller t'occuper des œufs. Et donc, il y a beaucoup de sons comme ça qui vont pouvoir être émis chez les poissons clowns. Tu peux nous décrire les différents sons? Je ne serais pas capable de les refaire. Et si ça t'intéresse, je te propose, on peut en écouter quelques-uns. Voici un premier exemple. Et voici un second. Quand on plonge, est-ce que ça s'entend?
Bien sûr, alors la prochaine fois, si tu t'approches un peu trop près de l'anémone, eh bien, ouvre bien tes oreilles parce que tu peux entendre comme un grognement de la part des poissons clowns qui te signifie que tu es un peu plus près. Et ces sons-là, en fait, ils vont être émis aussi par les cousins des poissons clowns, chez beaucoup de poissons qu'on appelle les poissons demoiselles. Et là, il y a vraiment un florilège de poissons qui vont émettre des sons principalement pour faire fuir un petit peu les assaillants. Ah ben c'est impressionnant, hein. Donc à mon avis, comme beaucoup de plongeurs, on ne connaît pas l'existence de ce son. Si ça t'intéresse, en fait, sur le site de l'Université de Liège, il y a un laboratoire qui a travaillé sur ces poissons-là et ils ont fait une sonothèque des poissons clowns. Et donc, on a des sons, des différents sons des espèces de poissons clowns. On mettra ce lien de la sonothèque dans la description de cet épisode. Alors Pierre, pour nous plongeurs, on découvre des poissons clowns en Égypte, mais dans d'autres océans aussi. Alors, la trentaine d'espèces dont je te parlais tout à l'heure, elle va vivre principalement en Indo-Pacifique, mais effectivement, on va pouvoir en retrouver un petit peu ailleurs, par exemple en mer Rouge, mais c'est uniquement des milieux tropicaux, caractéristiques des lagons ou des récifs coralliens. Donc ça, il faut une certaine température, une certaine clarté de l'eau. Donc ces conditions sont particulières, mais on va pouvoir les retrouver un peu partout en Indo-Pacifique. Ces espèces, elles peuvent habiter dans les mêmes endroits? Chacune des espèces a une répartition géographique particulière, donc c'est vrai que c'est compliqué de faire des généralités, mais il y a, par exemple, en mer Rouge, on ne va trouver que 2 espèces, et ces espèces sont caractéristiques de mer Rouge. Ailleurs dans l'Indo-Pacifique, c'est plus large, et donc il va y avoir des espèces qui vont avoir une large répartition, qu'on va trouver aussi bien en Australie qu'en plein milieu de l'océan Indien, et d'autres espèces beaucoup plus localisées. On peut même parler d'endémisme sur certaines régions. Des espèces différentes peuvent habiter le même site ou pas? Il peut y avoir plusieurs espèces de poissons clowns sur la même région, mais en général, alors, elles vont s'exclure l'une l'autre. Donc, on n'aura jamais 2 espèces dans une même anémone. Alors dans le monde des plongeurs, le poisson clown est en effet bien connu. Il est connu du grand public, notamment grâce au film. Est-ce que ce film, il a eu un impact sur les poissons clowns? Il a eu un impact, alors dans un premier temps positif, puisque les gens ont découvert une espèce ou un groupe d'espèces un peu particulier, et surtout, on l'a dit, il y a une biologie particulière via l'association qu'il a avec l'anémone. Mais malheureusement, dans un deuxième temps, ces impacts ont pu être un peu plus négatifs. Ça, c'est toujours le problème. Quand une espèce est célèbre, tout le monde veut un petit poisson clown chez lui. Et donc, il y a eu pas mal de prélèvements dans la nature. Alors, heureusement, assez rapidement, on s'est rendu compte que cette espèce était assez facilement reproduite en captivité. Et donc, il y a beaucoup d'élevages qui se sont mis en place. Et donc, aujourd'hui, il y a très, très peu de poissons clowns qu'on va retrouver dans les aquariums, aussi bien chez les particuliers que dans les aquariums publics, qui proviennent du milieu naturel. La plupart de ces poissons proviennent d'élevage. J'imagine que c'est le cas ici pour les poissons clowns que vous avez à l'aquarium de Liège. Oui, on travaille avec un fournisseur qui est aux Pays-Bas et qui reproduit très, très bien cette espèce-là. Alors merci Pierre pour toutes ces explications autour du poisson clown. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. Je pense aussi qu'en tant que plongeur, vous verrez le poisson clown avec un regard différent. On te remercie et Merci à toi. Et on se donne rendez-vous pour un autre épisode également. À bientôt. À bientôt. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Michael Leclerc. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!